Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je m'appelle Nadia Dam, j'ai 37 ans, mais là je sais dans la tête. Je suis journaliste pour Slate.fr et la télévision, et je suis aussi la maman d'une petite fille de 9 ans qui est persuadée qu'elle en a 13 et qu'à ce titre elle devrait posséder un iPhone. Et je crois qu'il faut que j'arrête de lui dire que là je sais dans la tête. Et je suis aussi ce qu'on appelle une mère célibataire, mais ne me lancez pas là-dessus. Je m'appelle Titu Lecoq, je suis auteur, j'écris plein de trucs, mais là, ce qui nous intéresse, c'est que j'ai donné la vie à deux êtres extraordinaires que j'ai offerts au monde. Tétard, qui a 4 ans et demi, et Curly, qui a presque 2 ans. Et avant d'avoir des enfants, j'ai cru que les élever, ça serait comme mes études à la fac. C'est beaucoup de théorie, beaucoup de réflexion, une option câlin et des bonnes notes. Et en fait, je me suis rendu compte que la vérité, c'est que les enfants et vos enfants sont vos pires ennemis. Et donc, en plus de tout ça, une fois par mois, on va vous parler dans ce podcast de ce que les anglo-saxons appellent le parenting. Alors, ça fait très classe et très compliqué, parenting, mais ça consiste tout simplement à parler de ce que c'est que d'être parent aujourd'hui, des questions que pose nécessairement le fait d'être responsable de la survie de quelqu'un d'autre et des questions qui se posent pas forcément, mais qu'on se pose quand même, histoire de se pourrir un peu la vie. Et on précise que c'est pas parce qu'on va parler parenting qu'on va faire des comparatifs de couches-culottes ou interviewer Serge Effès. On va simplement parler de nos gosses, des gosses des autres et puis peut-être des vôtres. Et d'ailleurs, on a décidé de faire très sobre et d'appeler ça Titu, Nadia et les sales gosses. Oui, parce que derrière chaque sale mère se cache un sale gosse. Et puis, on en avait marre aussi des mauvaises mères. Oui, et puis les enfants sont quand même plus mauvais que nous, aussi misérables soit-on. Donc à chaque début d'épisode, on va vous parler un peu de manière totalement auto-centrée de nous et de nos enfants. Et ensuite, on invitera quelqu'un pour ne pas rester trop seul avec nos égos surdimensionnés. Et puis aujourd'hui, on a décidé d'inviter Guy Medfort, qui a publié un livre qui s'appelle Le meilleur pour mon enfant, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de nous, parlons de moi. Moi, je suis partie en vacances avec mes enfants, et avec mon mec, et avec ma mère, mais ça c'est une autre histoire. Et comme avec mon mec, on a chacun de notre côté une chance de cocu, ce qui nous questionne un petit peu, on a été confrontés à un petit souci, à savoir que Curly a une peur panique des bateaux. Alors, ça aurait pu être pas grave, là c'était ballot, puisqu'on est parti à Venise. Oui, alors donc le concept de partir en vacances avec sa maman et ses enfants et son mec à Venise, c'est presque une contre-pub pour Venise, c'est pas du tout romantique. Non, et puis c'est pas du tout le bon endroit pour des enfants, donc il y a ce premier problème. Donc quand on a fait monter Curly sur un vaporetto, il s'est jeté dans tous les sens en hurlant ça me pépeut. Ça me pépeut. Mais vraiment, il était cramoisi, il pleurait, c'était horrible. Et j'ai fini par comprendre qu'en fait, simplement, il avait peur. Alors après, je me suis dit, quand il prend son bain, il coule le bateau. Donc si on le met sur un bateau en lui disant ça va pas couler, non, ça ne marche pas. Son expérience lui prouve que ça peut couler. Et du coup, on le prenait chacun de notre tour dans les bras pour les voyages, on le ceinturait, on faisait semblant de lui faire un câlin. En vrai, on le ceinturait pour pas qu'il se jette par-dessus bord. Et l'autre qui s'en occupait pas s'occupait de Tétard. C'était bien comme roulement. Et sauf qu'une fois, la fois où c'était donc à leur père de s'occuper de Curly, moi j'étais avec Tétard, je lui montrais, regarde, c'est beau, Venise, nanana. Et là, il y a une vieille matrone italienne qui s'est levée. Alors Vaporetto, c'est comme un métro à l'heure de pointe. Ouais. Il y a plein de monde. Elle s'est levée, elle est venue me voir, elle a commencé à m'insulter en italien, à me dire que c'était une honte, que mon bébé était en train de pleurer, que je m'en occupais pas, Et tu comprenais tout ce qu'elle te disait en italien quand même ? Oui, parce que quand on s'engueule, on comprend très très bien. Je parle pas un mot d'italien, elle parlait pas un mot de français, mais j'ai très bien compris qu'en gros, je valais pas la peau des couilles du diable et que j'étais horrible. Et donc tout le monde était là à suivre l'altercation. Évidemment, ils étaient tous d'accord avec elle. Et j'ai commencé à me pourrir la gueule avec elle. Finalement, il a fallu que donc le chef, le papa des enfants, descende avec le Curly qui était plein de morve, quitte le Vaporetto. Et tout ça devant ma mère, qui n'est pas intervenue pour me défendre. Ah, sympa, toujours. Elle était assise et elle regardait. Oh, mais comment elle va gérer cette situation ? Et après, l'autre problème, donc ça a été Tétard. Alors normalement, quand on part, même si on part au supermarché, je prévois tout, j'anticipe tout, j'organise. Et là, j'avais pas eu le temps. Et donc, on s'est retrouvés du jour au lendemain dans une église, devant des tableaux de Jésus sanguinolents. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte, c'est vraiment super trash. Et donc, Tétard qui m'a demandé, mais c'est qui, lui ? Et là, t'es dans la merde. Et je n'avais pas pu demander à Google comment raconter la vie de Jésus à un enfant de 4 ans quand on n'est pas croyant. Et alors, avant même d'entrer dans l'église, pour te donner une idée de son niveau de culture religieuse,
Il a vu l'église, il m'a dit « Ah maman, on dirait une très grosse niche. Il y a un très gros chien qui vit dedans. » Il n'a pas complètement tort. Donc voilà, donc face à Jésus, j'ai improvisé. Et le premier truc qui est sorti, ça a été « Eh bien, tu sais, il y a des gens, des adultes pourtant, qui croient à la magie. Et ils pensent que ce monsieur était magicien. Alors, ils ont fait plein de dessins pour raconter la vie du magicien. » Et alors là, chose incroyable, ça a marché. Il était hyper content. On a parlé de la maman du magicien, de la multiplication des petits pains au lait. Et ça, vraiment, ça l'a frappé. Il m'a demandé si le magicien avait existé en vrai, tout ça, machin. Il était scotché devant toutes les piétas. Alors, l'image d'un mec avec du sang, à moitié nu, de 30 ans, dans les bras de sa mère, sa maman. pour un petit garçon qui est en pleine Oedipe, c'est génial. Il s'est dit que l'avenir était ouvert, que c'était bon et que je le lâcherais jamais. Et à la fin de ça, ma mère qui avait assisté à toute la séance m'est venue me dire « C'est bien ce que tu as dit, ma chérie, c'est très bien. » Mais c'est vrai, elle a raison, c'est vachement bien. Bah oui, ma maman, elle était d'accord. Et alors, ce qui était drôle, c'est que le jour suivant, on est allé visiter le ghetto juif. Et donc, leur père se pique d'être juif, alors qu'il n'est absolument pas juif, mais il a des vagues origines. Et donc, il s'est dit, OK, je vais faire comme ma meuf, je vais expliquer à mon fils les juifs, tout ça, qui a commencé à lui dire, alors tu sais, avant d'être magicien, le magicien était juif. 4 ans, Tétard. Tétard lui a demandé, ah, est-ce que les juifs, c'est des magiciens? Non. Alors, en fait, si eux, ils pensent qu'ils sont un peu magiciens, qu'un super magicien les a choisis pour être un peu magiciens, mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'ils soient magiciens et qui veulent les enfermer. Enfin, bon. Et finalement, il a laissé tomber, il s'est planté dans son explication. Il a fini par le truc à pas dire, tu comprendras quand tu seras plus grand. Et voilà. Et j'étais trop fière. Bah oui. Moi, j'avais réussi. Et tout ça sans Google. Bravo. Comme quoi, c'est possible. Et sans guide éducatif. J'étais assez... Bon, et toi, cette semaine, est-ce que tu as réussi ou planté un truc? Moi, je plante un truc par jour, mais en fait, le problème, c'est que précisément, il m'est rien arrivé cette semaine, parce que ma babysitter, donc la fille qui s'occupe de ma fille, est venue me voir un soir en me disant, si vous avez besoin, moi, je suis très dispo, je peux garder Sacha le soir, et tout ça. Et en discutant plus profondément avec elle, je me suis rendu compte qu'elle me proposait pas du tout ça parce qu'elle avait besoin d'argent ou qu'elle avait besoin de bosser. C'est parce que ma propre fille a été la voir pour lui demander si elle pouvait se montrer disponible, parce qu'elle était très inquiète. Texto, maman ne sort pas beaucoup en ce moment, elle n'a pas une vie super. Donc, au-delà de la situation totalement pathétique de ton enfant qui estime que tu as une vie pourrie, ça m'a quand même interrogée, parce que je me rappelle que moi, quand j'étais gamine, j'étais persuadée que quand on allait se coucher, les parents avaient une vie super, que limite ils faisaient des orgies la nuit et que c'était trop nul parce que nous, on était sous la couette. Et donc, ma fille, à 9 ans, a parfaitement compris que sa maman se couche comme un gros caca devant les experts à 9h30. Donc, j'ai décidé de faire un truc pour elle. Et puis aussi pour moi, j'ai dit oui à une copine qui me proposait d'aller prendre l'apéro. Donc j'ai prévenu la babysitter, j'étais hyper fière. J'ai prévenu ma fille, maman n'est pas là, maman sort, maman va boire des verres. Sauf que la copine en question, elle fait ce truc classique qu'on fait toutes. Elle m'a plantée à la dernière minute. Et j'ai pas du tout osé rentrer chez moi piteusement. Donc je suis sortie du boulot, j'ai marché dans la rue, je suis allée chez H&M. J'ai acheté pour 30 boules de chaussettes pourries, de culottes à la con. Et il me restait encore quand même vachement de temps, donc j'ai continué à déambuler dans les rues et à checker mon téléphone. Et puis j'ai fini par rentrer à 21h30 en faisant semblant d'être un petit peu bourrée pour sauver les apparences. Et en disant à la babysitter que vraiment merci, c'était super, j'avais passé une super soirée. Et c'est ce que j'ai redit évidemment à ma fille le lendemain, alors que j'ai fait comme d'habitude. À 21h30, j'ai mis mon petit contour des yeux, je suis allée me coucher devant les experts, que j'ai évidemment pas réussi à regarder jusqu'à la fin. Alors, je note quand même que la dernière fois, tu m'avais fait ça. C'est la dernière fois où j'ai acheté des culottes aussi. Exactement. Je pense qu'on n'achète des culottes que quand on se retrouve dehors, seul, dans un faux plan, quand même. H&M doit son chiffre d'affaires à des meufs comme nous. Voilà. Et donc, notre invitée de cette semaine, Guillemette Faure, raconte aussi des histoires un peu honteuses de sa vie de maman dans son très bon livre « Le meilleur pour mon enfant » aux éditions des Arènes. Et puis, on va surtout essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus difficile de dire non à nos enfants? En tout cas, c'est l'impression qu'on a. En faisant un point quand même, moi j'aime pas du tout l'expression, on avait pensé à parler de l'enfant roi, qui est moi une expression que j'aime pas du tout, parce que je considère qu'elle traite pas bien du sujet, et que c'est pas que les enfants sont devenus plus capricieux ou plus horribles et qu'on est très très faible. Et je pense qu'il y a une pression déjà marketing qui est très très forte sur les enfants, et qu'on est dans un principe d'individualisation au maximum des enfants qui fait que oui, on a tendance à considérer qu'on a un petit individu en face de nous, et du coup voilà, on n'a pas les mêmes rapports avec eux. Salut Guillemette, est-ce que cette impression elle est bonne? Est-ce qu'on a effectivement l'impression d'avoir de plus en plus de mal à dire non à nos enfants? Oui, certainement, de plus en plus de mal à dire non, et surtout d'avoir l'impression qu'on ne peut pas dire non si c'est pas justifié.
Alors, effectivement, moi non plus, j'aime pas l'expression l'enfant roi, parce que je trouve qu'il y a derrière, il y a une espèce de truc un peu, l'idée que la douleur est rédemptrice et que c'est toujours un peu comme ça qu'on critique les enfants américains, comme si le fait qu'on les encourage trop, ça faisait forcément des enfants pourris, ce qui est complètement absurde. Parce que finalement, la raison pour laquelle on n'arrive plus à dire non, c'est qu'on sait très bien que c'est pas en disant non aux gens qu'on tire le meilleur d'eux. Et ça, on le sait pas seulement pour les enfants, on s'en rend compte aussi au travail, on s'en rend compte avec nos amis. Donc, quand on dit non, on se sent déjà un peu en échec. C'est parce que l'expression l'enfant roi, ça laisse entendre que les parents ont tellement envie d'être aimés et de séduire leurs enfants que justement, ce serait seulement pour ça qu'ils ne voudraient pas. Oui, que c'est aussi un moyen d'acheter leur affection, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai l'impression qu'on se pose la question aussi en termes de choix presque éthique. Et oui, et puis, moi, je pense qu'il y a aussi un choix d'efficacité, c'est-à-dire, je donne l'exemple des dompteurs, alors même si ça se fait pas de comparer les otaries avec des enfants, mais les dompteurs, quand ils font faire des choses aux otaries ou aux lions, c'est en leur promettant des choses, c'est en les récompensant quand ils ont sauté dans le cerceau enflammé, mais c'est jamais en leur gueulant dessus, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'aime pas dire non, mais bon, ceci dit, effectivement, je pense quand même qu'il faut dire non de temps en temps. Et ce dont on se rend compte, un des experts en discipline que j'avais interrogé pour mon livre, notamment quand il avait comparé l'effet des sanctions dans les écoles, ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas de lien entre tel type de politique, ça marche bien sur les résultats scolaires dans telle école et dans telle autre, ça marche pas. En fait, l'élément qui était essentiel, c'était est-ce que l'enfant trouvait, dans cette école, que la politique était justifiée et qu'elle était cohérente ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, exclure un enfant d'une classe, il n'y a pas d'histoire de ça marche ou ça marche pas, mais que les enfants qui sont dans des écoles dans lesquelles ils pensent que la politique est cohérente, les résultats sont plus efficaces que quand on a l'impression que c'est complètement arbitraire. C'est-à-dire quand la sanction est assortie d'une explication. C'est-à-dire que quand à la même question, parfois c'est oui et parfois c'est non. Ouais. C'est dès qu'on rentre dans les questions d'arbitraire, effectivement, là, le non devient complètement inefficace, alors qu'il est plutôt rassurant pour les enfants. Mais c'est très difficile d'être cohérent à chaque fois. Mais oui. On a tous eu le moment où on dit oui, puis un autre jour, ça va être non à exactement la même chose. Et tu parles aussi d'un truc dans le livre, et je me suis complètement identifiée, et je n'avais pas osé me l'avouer à moi-même, il y a à la maison, mais il y a aussi que ton non et ton oui va changer si tu es en public à l'extérieur, et que du coup, tu es dans une espèce de démonstration par rapport aux autres, ou justement parce que l'accusation d'enfant roi, etc., on va peut-être être plus sévère avec les enfants sous le regard des autres pour montrer, regardez, je me laisse pas marcher sur les pieds. Et du coup, on n'a pas la même attitude avec eux en privé, face à face, ou face à la communauté. Ah oui, c'est beaucoup plus facile de faire marche arrière quand il y a personne. On le voit aussi, on le voit aussi dans les magasins, où quand un gamin réclame quelque chose. Et quand on dit « je t'ai dit non », tout d'un coup, on a l'impression de parler aussi pour tous les chariots et tous les clients autour de nous. On veut pas être celui qui est le parent qui va en retraite. C'est assez terrible. Du coup, on se retrouve des fois... parce qu'on ne supporte pas bien en tant que parent de ne pas avoir de cohérence. Donc, on se surprend en fait à inventer des lignes... Oui. C'est vrai. Genre, oui, alors d'accord, mais dans ce cas-là, tu me promets que là, etc. Pour donner l'impression que... On gère. Oui, c'est un peu comme... Alors que ça l'est pas. Un peu comme les guerres où tout d'un coup, les envahisseurs se barrent en déclarant que finalement, ils ont négocié quelque chose. Non, mais... Il y a plusieurs comparaisons d'ailleurs avec la guerre. Il y a une journaliste que tu cites qui dit élever des enfants, c'est comme la guerre, ça peut pas être moralement propre. Mais qui est tellement vrai. Mais donc le non, moi je trouve qu'effectivement on n'est pas obligé de le justifier, et que ce qui est le plus tentant, c'est d'essayer d'être, même si c'est complètement impossible, c'est quand même d'essayer d'être cohérent, que c'est le plus important. Oui, mais alors comment tu fais pour gérer quand ton non, en fait, c'est l'opposition entre l'envie de ton enfant et toi, tes principes? Pour moi, il y a deux méthodes qui marchent pas mal, qui sont un peu fourbes. C'est le faux choix
C'est-à-dire... Ah oui, ça je fais beaucoup. J'adore le faux choix. Tu veux mettre ta C'est-à-dire- couche ou te laver les dents? Oui, c'était... tu préfères te coucher maintenant ou dans 10 minutes? Ouais. Donc, c'est de donner l'impression que... Qu'il a le choix alors que pas du tout. Oui, mais parce qu'en fait, je pense sincèrement, et ça c'est pareil, c'est que si on s'identifie en tant qu'adulte, nous, on n'aime pas qu'on nous... Enfin, au travail, on n'aime pas qu'on nous demande des choses sans nous laisser aucune marge de manœuvre. Donc, je pense que c'est quand même important de... Et puis, c'est comme ça que se construit l'individu. C'est aussi en ayant l'impression de pouvoir choisir, en ayant des responsabilités. Et si on n'en donne aucun à l'enfant, on ne le fait pas grandir. C'est quoi? C'est une question de libre arbitre, de laisser à l'enfant l'impression, fausse ou pas, qu'il a son libre arbitre? Oui, et puis du coup, je pense aussi que, et ça c'est pareil aussi pour nous adultes, qu'on est beaucoup plus susceptible d'adhérer à une décision à laquelle on a participé. Donc... Ouais, mais ça marche très bien, les histoires de choix. Et pourtant, il est sacrément caractériel, mon fils. Mais alors, ça a changé ma vie, quoi. Et Et il y a aussi autre chose que je vais tester sur l'idée de se coucher. Il y a le principe des alarmes sur le téléphone. C'est-à-dire que tu délègues l'obligation d'aller se coucher à telle heure à ton téléphone qui sonne, etc. C'est ça, c'est-à-dire que Ça, c'est pas mal. En plus on peut en mettre plusieurs, et puis pareil aussi pour donner l'impression qu'on a participé à sa propre punition, on peut aussi laisser l'enfant choisir les musiques de la l'alarme. musique qui va sonner C'est-à-dire, pour l'heure d'aller se coucher et tout. L'alarme qui indique qu'on va dans sa chambre, et l'alarme qui indique qu'on va éteindre la lumière, ou l'alarme Et je trouve que ce qui est pas mal, c'est que ça nous économise il est l'heure d'eux. Et puis aussi, ça nous force à respecter quand même un petit cadre. Parce que je trouve que soi-même, enfin, la raison pour laquelle les horaires glissent, c'est aussi parce que souvent on est en train de faire quelque chose et puis que... Oui, et que ça nous arrange de laisser qu'on a courir. simplement la flemme de s'interrompre pour dire... Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, à savoir le téléphone, qui peut dire il est l'heure, c'est quand même... C'est le tiers séparateur, en fait, le c'est- téléphone. Oui, Oui. en plus, ça évite C'est la la relève. confrontation directe avec Et puis l'adulte, c'est un tiers qui confirme un peu, qui va un peu dans notre sens quand même. Après, moi, ce que je trouve intéressant aussi sur la question de dire non, enfin, comment on voit notre rôle de parent? Est-ce que c'est celui qui dit non ou est-ce que c'est celui qui fait plaisir? Et l'idée que les deux doivent s'opposer, c'est que je trouve que sur pas mal de choses, on commence à avoir un peu presque une fracture sociale, économique là-dessus. C'est-à-dire que finalement, je donne... sur le numérique. Je parle du Il y a numérique, beaucoup mais je pense que l'exemple. ça marche aussi pour les robes de princesse et pour les jouets en bois et pour pas mal de choses comme ça. Que finalement, donc ce que j'explique à propos du numérique, c'est que dans les années 90, quand on parlait de fracture numérique, on s'était dit ça va être hyper injuste parce que les enfants de riches auront plein d'ordinateurs et vont devenir des bêtes en informatique. Et les enfants de pauvres, ils seront à la ramasse. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les enfants de riches ont des jouets en bois et vont dans les écoles Montessori sans écran, et les enfants de pauvres ont des tablettes. Et derrière ça, ce qui me frappe, c'est que finalement, le fait de dire non, le fait de dire... de dire non à un téléphone, simplement pour jouer avec le téléphone dans le restaurant, ou de dire non pour les tablettes, ou non pour la télé, ça demande quand même un peu d'énergie, parce que c'est une bataille longue, c'est une bataille on est sûr qu'on la perd à la fin. Donc, et je pense que dans les milieux, entre guillemets, moins éduqués, je vois plus que les parents ont tendance à penser que leur rôle de parent, c'est de pouvoir faire plaisir, et surtout, en plus, d'autant plus que soi-même, on a été privé. On a été privé. L'idée de se voir un peu en parent Père Noël, c'est quand même très agréable d'exaucer des vœux d'enfants. C'est quand même pour ça qu'on emmène nos enfants à Disneyland ou d'autres endroits horribles. Et c'est parce que c'est quand même super. Leurs yeux à ce moment-là. On sent un petit peu magicien quand même. Et effectivement, et offrir une tablette à un enfant, on se sent un peu aussi dans ce rôle-là. Et du coup, il y a le risque d'exclure son enfant de la communauté des enfants qui ont telle poupée ou tel jouet. Oui, mais ça, moi, je me suis rendu compte en posant des questions aux gens qui n'avaient pas eu de télé quand ils étaient enfants, que finalement, le fait qu'il y ait des règles et que les règles ne soient pas les mêmes chez soi que chez les autres, ça participe énormément à la construction des enfants. Et là, c'est pareil, c'est qu'en fait, on se rend compte que les parents qui se sentent autorisés à dire non, se trouve beaucoup plus dans les milieux où finalement on aurait les moyens d'acheter beaucoup plus de choses, quoi. Donc
Alors qu'en fait, quand on s'interroge sur ce qu'on n'a pas eu comme les autres quand on était enfant, non seulement on n'a pas forcément été traumatisé au-delà de ça, et en plus, je pense que ça nous construit. Oui. C'est-à-dire que... Et on se souvient plus des jouets qu'on n'a pas eu que de ceux qu'on a eu, en fait. Exactement. Une espèce de... Ouais, moi, je voulais qu'on revienne sur un sujet que tu traites vachement dans le livre, c'est les cadeaux qu'on fait à nos enfants et les cadeaux qu'on fait aux enfants des autres, notamment pendant les fêtes d'anniversaire. Alors, les fêtes d'anniversaire, ça devient de toute façon n'importe quoi, parce que c'est des mini Disney à chaque fois. Du event planning, voilà. Et en fait, il y a une pression à la fois sur les enfants pour qu'ils amènent le cadeau parfait, et puis de fait sur les parents, parce que c'est les parents qui doivent amener le cadeau parfait. Moi, je sais que j'ai une pression dingue pour les cadeaux d'anniversaire que fait ma fille. Par exemple, au début, je m'étais dit pas plus de 15 euros. Enfin, je me rends compte que je claque à chaque fois 30 voire 35 euros, alors qu'elle continue à recevoir des perles à son anniversaire. Moi, ma fille, ça lui fait tellement mal au cœur dès que je fais un cadeau à notre enfant qu'elle dit non, elle dépense pas trop. En fait, ce qui lui ferait plaisir, c'est un dessin. Mais moi, j'ai souvenir de ça. Je détestais que ma mère achète des jouets pour les autres enfants. Écoute, moi, ma fille, si je peux péter mon PEL pour qu'elle achète, tu vois, elle veut leur offrir des maisons Playmobil qui coûtent 150 euros, tout ça. Alors, on le fait pas, mais on fait des cadeaux super chers. Mais elle reçoit toujours des cadeaux pourris en retour, donc c'est quand même pas très juste. Les anniversaires, c'est compliqué parce que on veut faire plaisir à son enfant qui va arriver avec le cadeau, et puis nous, on veut envoyer un message aux autres parents. Mais bien sûr. Donc, avec des trucs pseudo-éducatifs, intelligents, vous avez vu comme je vous tire par le haut. Donc, on cafouille toujours un peu entre les deux. Puis, en fait, c'est complètement ridicule parce que quand on arrive, le môme fait un énorme tas avec tous les paquets dont les papiers vont être déchirés. Exactement. Donc, Oui, mais après, ils sont aussi dans la compète parce que, tu vois, mon anniversaire, qui était en janvier, qui en même temps, on a un jour de différence de date d'anniversaire avec mon fils aîné. Et j'avais fait une fête pour mon anniversaire où il a cru que c'était sa fête d'anniversaire. Hein. Tous ces gens qui étaient en train de picoler à 22h dans le salon, il a cru que c'était pour lui. C'est pour toi qu'on est bourré à la vodka. Et donc, et des gens, gentiment, tu vois, lui ont offert quelques trucs et tout. Mais après, il m'en parle encore, il fait le comparatif de moi, j'ai eu plus de cadeaux que toi pour mon anniversaire. Oui, donc ils sont aussi là, tu vois. En fait, que les enfants aient envie de tout ça, mais c'est complètement normal. La question, c'est est-ce que nous, on rentre là-dedans. Donc moi, je cite ces amis qui demandent aux autres parents de venir sans cadeau. Ouais. Mais ça marche pas, ça, non? Moi, je pense que moi, je m'en sens pas encore capable. Quoi, pour moi, c'est ma nouvelle frontière. Quoi. Mais ces amis que je cite, eux, ils sont vraiment partis sur ce qu'ils appellent les cadeaux expérience. Donc, ils ont été voir un commerçant du marché avec qui ils sont copains et ils ont offert à leur fils 1 heure pour être marchand au marché le week-end. Donc pour lui, il est vachement content. Et puis du coup, sa sœur a dit mais moi, pourquoi j'ai pas eu de cadeau expérience, etc. Mais en fait, ils ont pas balancé ça du jour au lendemain. Il y a eu ils ont commencé par vider des chambres et apprendre aux enfants de quoi il pouvait se passer. Enfin, je pense qu'on peut pas leur imposer ça du jour au lendemain. Et puis en plus, nous-mêmes, on est ambigus vis-à-vis du matérialisme. Enfin, il y a quand même des cadeaux qui nous font hyper plaisir. Nous, on est contents quand enfin, moi, j'aime bien déballer des choses. Quoi. Donc, On parlait de cadeaux expérience. Là, ma fille, elle va avoir 10 ans et elle m'a demandé le cadeau dont elle rêve. C'est que je la laisse aller toute seule à l'école. Ce qui n'arrivera jamais. Il y a 10 ans, il y a 14, mais ça, elle ne sait pas encore. Il y a 25. Voilà. Mais en fait, moi, ça m'a renvoyé un truc, et on en avait beaucoup parlé à Slave, j'avais fait un papier là-dessus, sur le fait que en France, en tout cas, l'espace, enfin, en tout cas, comment un enfant va se déplacer dans l'espace, ça s'est énormément réduit en très peu de temps, en une vingtaine d'années. Pour simplifier, en gros, ils faisaient 10 km, maintenant, ils en font plus que 2. C'est-à-dire qu'à la fois, ils se déplacent moins, et en plus, ils se déplacent moins tout seuls. Et ils vont plus à l'école tout seuls. Il y a des études anglaises qui montrent la même chose, des études américaines qui montrent la même chose. Donc c'est pas franco-français. Non. Je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la question de l'environnement et à propos je pense que c'est aussi comment on définit ce que c'est que d'être parent. Moi, dans le livre, j'écris que quand j'étais petite, j'allais chercher du lait à la ferme toute seule par la route avec ma petite sœur. J'avais 5 ans, elle avait 4 ans. Et qu'aujourd'hui... Est-ce que tu laisserais ta fille aller si je laisse ma fille aller chercher le lait, c'est parce que je suis au rayon fruits et légumes. Mais et encore, même moi, ça, je serais pas capable. J'ai rencontré des parents qui, pour leur premier babysitting,
ont pris une babysitter pour la babysitter. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils voulaient que la babysitteuse soit surveillée par une autre babysitteuse, des fois qu'elle défaille. Donc il y avait un plan Et B du coup, de ils babysitter. payaient double. Ouais. Donc, Et qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? et ce qui est moins d'une très drôle, génération, là. c'est que ça ne s'appuie sur rien de factuel, c'est-à-dire qu'en matière de sécurité, les enfants n'ont C'est jamais plus été sûr qu'avant. autant en sécurité qu'aujourd'hui, et qu'en plus, on a beaucoup plus d'outils qu'avant. La Justement, géolocalisation des enfants, par exemple. mais simplement le téléphone. C'est-à-dire Ouais. que quand on a, j'imagine tout était babysitteuse, quand les parents n'étaient pas là, Oui, c'est vrai. ils n'étaient pas là, point. Quoi. Ils appelaient pas. Et ils ne donnaient pas forcément le numéro de téléphone Ouais. des gens chez qui ils étaient si on avait besoin non. de les joindre. C'est vrai. On avait 11 ou 12 ans, et si l'enfant se fracturait le crâne, il était entendu qu'on aurait les bons réflexes. Mais il y a, enfin, je pense que on a un problème pour accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est une affaire de contrôle. Après, moi, je suis pas du tout quand les gens disent ah c'était le bon temps. Enfin, moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des sièges enfants dans les voitures. Je pense que la génération qui a emmené les enfants en voiture en les intoxiquant, En fumant des clopes, fenêtres fermées. en fumant Coucou papa. il n'y a pas à être fier. Enfin, les couffins posés sur la plage arrière de la voiture, c'était pas malin non plus. Enfin, donc, Mais tu crois je pas glorifie que pas le. mais les enfants, ils en souffrent. Tu vois, le fait que ma fille, elle réclame ça veut pas dire qu'elle en souffre. Ils en souffrent pas de ce contrôle Ah, mais moi, je pense permanent. que. Ah oui, si, moi, j'en suis persuadée. Je pense même que les taux de dépression chez les ados, pour moi, sont C'est lié. clairement liés au fait, parce que nous, qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est quand même de faire des choses par nous-mêmes. Et le fait de ne jamais pouvoir éprouver son pouvoir sur les choses, de jamais pouvoir faire d'expérience par soi-même, de jamais pouvoir, de jamais pouvoir grandir, quoi, finalement, on s'interroge forcément quand on est ado sur à quoi on sert, et puis il n'y a pas moyen. Ce qui nous donne confiance en nous, c'est pas d'être complimenté par nos parents. Ce qui nous donne, c'est pas on nous dit qu'on a été premier parce qu'on nous a enflé avec un faux trophée, quoi. C'est quand on sait qu'on a réussi à faire des choses par soi-même et quand on a surmonté des difficultés. Si les parents aplatissent absolument toutes les difficultés pour leurs enfants, il y a jamais ce plaisir-là. À un moment, tu parles de celle qui s'est auto-surnommée la pire mère américaine. J'aimerais bien que tu racontes, parce que ça, c'est génial. Sur justement laisser les enfants. En fait, oui, c'est une mère américaine qui a fait un livre qui pourrait se traduire en français par l'élevage des enfants en plein air. C'est-à-dire qu'elle compare les enfants élevés en batterie et les enfants élevés en plein air. Et il y a eu un grand article sur elle quand son fils avait 9 ans, parce qu'elle l'a laissé prendre le métro tout seul. Et donc, elle est devenue... À New York. Le métro tout seul à New York. Et donc, elle a été qualifiée de pire américaine. Mais ceci dit, elle met le doigt sur un truc. C'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, on va vers une pénalisation des comportements de parents. Aux États-Unis, sur le fait de laisser un gamin dans sa voiture pour aller à la poste. Et il y a de plus Ou en même plus jouer d'États seul au où, square. Il y a des parents qui ont été pointés du doigt publiquement. ou Ou un grand de 12 ans qui babysit sa petite de 6 ans. Tout ça passe c'est plus du tout. de plus en plus. Donc, elle est intervenue là-dessus. Et donc, après ça, elle a décidé de créer des ateliers qui sont finalement pas très loin de la réalité, en disant je ne vais pas garder vos enfants. Et donc, l'idée, c'était, alors, si je me souviens plus très bien, mais c'était ultra cher, genre plusieurs centaines de dollars. Ouais. Et on lui confiait les enfants, elle les laissait au square et elle allait prendre un café au Starbucks. Et bon, elle savait très bien que ça marcherait pas, mais quand elle a fait ça, et effectivement, ça a été énormément relayé dans les médias américains, c'était pour dire, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire babysitter vos enfants à des âges où autrefois on était babysitter, quoi. Donc, Et ça, comment t'expliques ce changement d'attitude, ce qu'on appelle les parents hélicoptères? Ça, c'est toi, Les Nadia. parents- Moi, j'aime bien les parents drones parce que c'est encore autre chose, ceux qui survolent. moi, je pense que c'est lié à plein de choses. Je pense qu'il y a effectivement une part d'anxiété économique. Il y a le fait qu'on ait nos enfants plus tard, qu'on en a moins. Donc, ça devient des espèces de petits projets qui nous définissent. Quand on regarde les chiffres sur le temps, l'évolution du temps que les parents passaient avec les enfants, nous, comme on travaille beaucoup, on est dans l'idée complexée que nos parents passaient beaucoup plus de temps avec nous. Mais en fait, on passait beaucoup plus de temps sous le même toit, Ouais. à faire des choses séparément, mais pas à faire des choses pour les enfants. Et quand on pense aux mères de la génération d'avant, effectivement, mais elles étaient
plus. Elles étaient physiquement présentes, mais on faisait pas de choses ensemble. ça ne veut pas dire qu'elles étaient à quatre pattes sur le tapis en train de faire des jeux de société Ouais, toute la on journée. consacre vachement plus de temps aux enfants maintenant. Donc nous, on a l'idée que quand on est avec les enfants, que toutes les activités, d'ailleurs quand on parle l'expression une activité familiale, maintenant ça désigne pas une activité qu'on fait tous en famille, mais une activité qui est faite autour des enfants. Ça peut dire Disney. Et d'ailleurs, on disait, à l'époque, on disait femme au foyer. On disait pas mère au foyer. Donc, parce que, en fait, son job, c'était la cuisine, etc. Mais c'était pas de faire des Legos. Mais du coup, on devient un peu des espèces de géos de Club Med, quoi. Je veux pas les glorifier, mais je pense que que finalement, en travaillant, on se met à avoir une espèce de vision presque professionnelle du métier de parent, D'ailleurs, on parle de métier de parent aujourd'hui dans les guides parentaux. Il y a aussi l'idée que aussi on va envoyer des signaux à notre entourage. C'est pour ça que je parle des pères en démo, le fait que quand on parle très fort à ses enfants pour leur donner des espèces de leçons de démocratie dans le métro, parce qu'on fait un espèce de show pour tous les enfants. Et bizarrement, je pense que plus on travaille, plus on devient comme ça, quoi. Mais en fait, faire des trucs avec des enfants, c'est ça qu'il faut redéfinir aussi. C'est-à-dire que je pense aussi qu'on a aussi complètement diabolisé le travail. C'est-à-dire que à juste titre, c'était pas bien que les enfants travaillent dans les métiers à tisser, etc. Donc qu'on ait voulu protéger l'enfance du travail, c'était bien. On est arrivé à une étanchéité qui est malsaine. C'est-à-dire que on part au travail. Comme on se sent un peu coupable, on dit devant nos enfants c'est horrible. Oh là là, c'est triste, je pars au travail. Je préférais rester avec toi. Qu'est-ce qu'on envoie, même du point de vue de mère et du point de vue de féministe, qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos enfants? Comment elles peuvent penser qu'on s'épanouit dans le travail quand on part comme ça avec des pieds de plomb? En donnant l'impression, parce que du coup on est content d'y aller. Oui, parce qu'une fois qu'on a tourné au coin de la rue, on se croit obligé de dire mais tu crois que ça m'amuse, etc. Et tout. Ouais. Donc ils n'en voient absolument rien de notre travail. Quand ils font des stages de troisième dans les milieux privilégiés, grosso modo, ils font des stages Facebook. Donc finalement le travail, on n'en voit absolument rien, alors que je sais pas, aussi bien quand on écoute Muriel Robin, quand elle parle de ce que c'était que de travailler sur les marchés avec ses parents, etc. On veut pas voir l'idée que de travailler... moi, je me souviens, quand ma fille était petite, je me suis fait comme règle, alors je n'ouvre jamais mon ordinateur quand elle est à côté. Mais après, je me suis dit, mais si je ne travaille que quand elle est pas là et que quand elle est couchée, ce que je fais n'a absolument aucune réalité. Donc, déjà, en plus, c'est des boulots qui comprennent moins. En général, on a des boulots tellement bizarres que... Comment transmettre l'intérêt qu'on peut avoir pour ce qu'on fait, le fait que ce soit quelque chose d'intéressant, si on veut construire un mur entre les deux. Mais pour revenir sur ça me faisait penser à ça tout à l'heure, le fait de vouloir sécuriser tout pour les enfants, donc aussi les maintenir dans le milieu de l'enfance et pas leur montrer le travail, etc. Il y a un moment, tu développes ça, là j'ai un trou, ça va me revenir. C'est sur l'effort et l'échec. Oui. Parce que, en fait, en vérité, le plus gros risque pour les gamins, c'est pas le pédophile ou l'accident mortel. Je pense aussi qu'on a tendance à ne pas vouloir risquer de les mettre en situation d'échec. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que sur le discours, tout le monde est d'accord pour dire qu'on apprend de ses échecs, etc. Mais quand il s'agit de nos enfants, vous dites, alors par quel échec on commence? On les laisse tomber, on les laisse... moi je dis qu'il vaut mieux un gamin qui part à la piscine sans son bonnet de bain plutôt qu'un gamin qui oublie sa convocation pour le bac. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à lâcher du contrôle, et ça revient à la vision qu'on a de qu'est-ce que c'est que le métier de parent. On se dit, le bon parent, c'est celui, grosso modo, la gamine qui n'aura pas son maillot de bain pour aller à la piscine, on se dit qu'il y a eu un peu de flottement du côté de... on la juge. Qu'il y a eu un peu de... Moi, je la juge de flottement du côté de sa mère. Quand on fait les valises pour les vacances, laisser les enfants faire des valises. Moi, à chaque fois, je me dis, la question à se poser, c'est si ça rate, c'est quoi, là? C'est quoi le problème? Est-ce que c'est grave? Si ça rate, on va être en vacances sans culotte, est-ce que c'est très grave? Non, c'est un problème qui se règle assez facilement, quoi. Donc... il y a des grosses choses qu'il ne faut pas rater, mais je pense que s'habituer à lâcher du contrôle, c'est beaucoup plus facile quand ils sont petits qu'on y arrivera plus tard. Parce qu'effectivement, on le voit, effectivement, je trouve que quand les enfants arrivent à l'adolescence, on se rend compte que les parents deviennent pétris de contradictions parce qu'il y a un côté...
quelques semaines avant, on entend les parents qui disent, alors là, moi, je lui ai dit, alors là, bébé, il s'en occupe tout seul. Alors là, moi, je lui ai dit, ton stage de 3e, moi, je ne bouge pas. Ouais. Et donc, il y a tous ces effets d'annonce en disant, ton boulot d'été, tu vas le trouver toi-même. Et puis, à mesure que l'échéance arrive, finalement, ils arrivent avec les 4 euros, ils règlent le problème. Mais pourquoi on règle le problème? Parce qu'on se dit La peur de l'échec. Et puis que les incidences sont trop grosses. Quoi. On va pas laisser un gamin louper son inscription dans ses études en se disant que simplement comme ça, il apprendra une bonne leçon. Non, on a trop peur que chaque embranchement soit décisif. Donc et finalement, s'il y a un moment où les embranchements sont pas si décisifs que ça, c'est quand ils sont plus petits. C'est beaucoup plus facile avant 10 ans qu'après. Et ça, tu racontes bien la différence, vu que tu as vécu aux États-Unis, d'approche sur l'échec et l'effort et ce qu'on va dire entre les deux cultures. C'est vrai qu'il y a une partie ridicule aux États-Unis avec les trophées de participation, en fait, qui sont grosso modo des trophées simplement parce qu'on a été là. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est absurde. Maintenant, là où ils en sont dans leur réflexion sur l'encouragement, c'était de dire c'est génial et d'encourager le processus plutôt que le résultat. Et ça en fait, c'est pas complètement naturel. Non, on le fait pas du tout. Moi, un dessin, je vais lui dire, il est beau ton dessin, ou t'es fort en dessin. Alors que de dire, c'est bien d'être allé jusqu'au bout, c'est plus important que le résultat, parce que ce que montrent les études, c'est que quand on ne flatte que le résultat, on les rend obsédés de la prise de risque. C'est-à-dire que parce qu'on veut être sûr de faire quelque chose de beau. Maintenant, on se dit ça, c'est facile. Mais alors, dès que notre gamin est premier ou remporte un truc, on oublie complètement qu'on s'est dit que ce qu'il fallait dire, c'était le processus. Alors moi, j'ai une question très très bête, mais si ma fille commence à faire du piano, parce qu'elle fera pas parce que je suis anti-piano, mais c'est un autre débat, et qu'elle abandonne dans 6 mois, est-ce que c'est quoi le rôle du parent là? C'est de lui dire, ok, t'as raison, t'as plus envie de le faire, laisse-la faire, ou tu t'es inscrit, ça me coûte 200 balles par mois, je peux dire tu vas faire du piano jusqu'à tes 50 ans. Alors moi je suis qu'est-ce que tu ferais, toi? Ah, mais c'est pas qu'est-ce que je ferais, c'est que ce que je fais, parce que je suis exactement dans cette situation-là. Moi, ce que j'ai fait, effectivement, sur le piano, bien... c'est, même sur d'autres trucs, c'est l'idée qu'on finisse ce qu'on a commencé, mais à l'échelle de l'année. On n'est pas obligé de faire à l'échelle d'en faire 10 ans. Et franchement, on peut trouver autant d'adultes qui regrettent qu'on les a pas poussés à continuer, que d'adultes qui ne comprennent toujours pas quelle a été l'obsession de leurs parents avec ça. Après, moi, franchement, ce que je trouve du piano, c'est la même chose que la natation. C'est-à-dire que c'est des apprentissages où ce que je trouve intéressant, en dehors du fait que c'est agréable d'entendre la musique, c'est que... Et pourquoi les Asiatiques sont obsédés de musique pour les enfants, c'est simplement pour l'apprentissage de l'apprentissage. Ouais. C'est pas pour qu'ils deviennent forcément des grands musiciens. C'est que je trouve que la musique, c'est vraiment la façon la plus facile de montrer à un enfant qu'en faisant un tout petit peu, et chez nous, on est vraiment... c'est 5 minutes par jour, donc 5 minutes, c'est quand même... c'est rien. Mais c'est vraiment la plus simple démonstration. Quand on est adulte, on sait que la difficulté du marathon, c'est pas les 42 km, c'est les 2 mois d'entraînement qui ont précédé. Préparation avant. Et je trouve comment expliquer ça à un enfant. Et la musique, je trouve ça pas mal pour ça, quoi. Quitte à arrêter à la fin de l'année. Ouais. Parce que les résultats sont concrets. Parce que je trouve qu'on mesure que effectivement que tu vas jusqu'au bout d'une tâche. Parce qu'il y a l'idée aussi, je parle aussi de le côté de parler d'enfants doués ou pas doués, cette idée va complètement contre l'idée de la plasticité du cerveau. C'est en fait, quand on dit ça, on est en train de dire aux enfants qu'il y a des bonnes fées qui passent avec des baguettes sur certaines têtes et pas sur d'autres, et que donc, s'ils sont pas doués, ils ont qu'à arrêter, quoi. Mais ça, c'est aussi l'autre question. Est-ce qu'on inscrit son enfant à une activité pour laquelle on se dit il est plus ou moins doué, il va avoir des facilités, ou au contraire à un truc, s'il est timide, un cours de théâtre, c'est-à-dire à quelque chose qui va contre... Voilà. Et comment on choisit son... alors moi j'ai fait moitié-moitié, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une activité... Les trucs que je lève pas. Ouais. Et des trucs qu'elle a choisis. Elle a choisi quoi, juste pour savoir? La capoeira. Bien mal lui en a pris. Tout ça. La flûte traversière. Et t'as laissé faire ça? Alors, la flûte traversière, moi, je connaissais pas comme son. Je vais aller regarder sur YouTube. C'est affreux, quoi. Les débuts de flûte traversière, c'est terrible. Au début, j'étais contente à cause du format, le côté transportable. Et en fait, elle a déchanté très, très vite.
Mais on finit l'année. Et puis, il y a quand même eu des bienfaits. C'est que je pense que, dans chaque activité, il y en a, quoi. C'est l'idée du rendez-vous, du truc régulier. C'était finalement le rythme. Et toi, tu lui as imposé une activité que toi, tu avais choisie en plus. C'est ça Oui, moi, je fais vraiment passer pour, Mais non. pour une Tiger Mom. Mais moi, j'ai dit qu'on ne lâchait pas l'anglais. Donc, alors que là, l'anglais, aucun enfant va dire spontanément j'ai super envie de faire de cours l'anglais. d'anglais. Ah ben moi, si. Et moi, il veut absolument apprendre l'anglais. Moi, je sais pas, c'est YouTube, tu sais. Mais je trouve que la question des activités, c'est assez intéressant parce que elles sont extrêmement diabolisées, les activités. Alors que On en demande trop aux enfants, on les on en demande épuise. trop, les enfants n'ont plus le temps de s'ennuyer, etc. Alors que un gamin qui se mange 3 heures de télé par jour, personne ne dit genre il a plus le temps de s'ennuyer. Et donc je pense que derrière ça, il y a le fait, une espèce de mauvaise conscience, un peu de trahison du modèle républicain, on est tous en train de customiser l'éducation de nos parents, de nos enfants, je veux dire, à quoi ça rime, et c'est un truc dont on n'est pas trop fier, quoi. Alors que dans le fond, le risque, ces pauvres enfants qui ont trop d'activités, ça fait tous les féminins à la rentrée. Là, il y a plein de papiers sur les enfants qui font des burn-out. C'est du bullshit, ça n'existe pas, le burn-out des enfants, parce qu'ils Si, moi je pense que ça existe, mais franchement, les enfants qui arrivent à l'école à 8h et qui restent à la garderie jusqu'à 18h, donc qui se font des journées... Pourquoi est-ce que tu parles de moi? Bah oui. Non, mais les journées de 50 heures, les 50 heures en collectivité, quand on est dans... moi, j'ai participé aux activités jeux de société de l'école de ma fille dans les petites classes. Franchement, ils ont le temps de s'ennuyer. Quand on passe 2 heures dans une école, le volume sonore, franchement, les instituts, c'est des saintes. Le volume sonore, la collectivité, etc. Nous, on aurait du mal quand même à faire 50 heures en collectivité avec des collègues. Oui, donc... oui, les enfants qui font des burn-out parce qu'on leur donne trop de cours de harpe, oui, il y en a sans doute. Mais les enfants, ils ont aussi d'autres motifs de fatigue qui me semblent quand même beaucoup plus courants, et notamment le temps passé en collectivité et l'heure de coucher qui est décalée à cause des écrans. Ça me semble être... Ou qu'on décale le week-end aussi. Oui, ou qu'on décale... On se dit, c'est bon, c'est le week-end, tu peux te coucher plus tard, alors qu'en fait, physiologiquement, c'est mauvais pour les enfants. Donc... les activités, franchement, je pense que les activités, ce qui est stressant, c'est pas les heures passées, c'est ce qu'on en attend. C'est-à-dire que la pression qu'on met dessus. C'est-à-dire que si, quand on veut que son fils fasse du foot et qu'il soit bon au foot, parce que soi-même, on aurait quand même bien aimé être un grand footballeur et qu'on a du mal à faire le deuil du footballeur qu'on n'a pas été, ça, c'est un problème beaucoup plus que... Parce que ça, le gamin, il va le ressentir, ça, le papa frustré... C'est qu'en fait, on a le droit de démarrer une activité pour être mauvais. Moi, j'ai démarré le piano l'année dernière. Et franchement, je trouve ça libérant. Je me dis, la chance que j'ai par rapport au gamin, c'est que comme je sais d'avance que je resterai nulle, du coup, j'ai aucune pression. Et je me dis, finalement, les enfants, ils ont le droit d'en faire comme ça aussi, quoi, d'être mauvais. Juste pour rien, quoi. Juste pour être mauvais, juste pour le plaisir d'être mauvais, quoi. Mais il y a le fait de se sentir utile aussi, un truc dont tu parles dans le livre. Oui, c'est important pour un enfant de se sentir aimé, mais aussi de se sentir utile. Oui, et ça donc aussi. Les tâches ménagères aussi, de et les faire. Ça aussi, ça renvoie. Moi, je pense vraiment que dans la montée de la dépression infantile, parce que c'est quand même, c'est du jamais vu, et c'est vraiment les sociétés occidentales quand même. C'est quand même, moi, ça me semble quand même lié à la question de jamais pouvoir faire la preuve de son utilité, quoi. Et donc ça, parce que je sais pas trop, j'ai vu ça, on avait vu avec Nadia passer sur Twitter les tableaux de répartition des tâches ménagères dans les familles. Ouais. Mais il y a un truc que moi j'ai pas du tout connu et que je commence à découvrir. Mais visiblement aux États-Unis ça se fait beaucoup. Ouais. De dire aux enfants à tel âge ils font telle chose. Moi j'en ai un, moi c'est plutôt. C'est vrai. Ouais. T'as un tableau comme ça. J'en ai un, effectivement ramené les États-Unis. Mais en fait, pourquoi j'en ai un? Parce que ma sœur en avait un qu'elle avait fait elle-même dans sa ferme. Et qui était génial. Et en fait, ma sœur, elle est bricoleuse et pas moi. Et du coup, j'ai trouvé l'équivalent, quoi. Mais en fait, ce que je trouvais
ce que je trouvais génial ce qu'avait fait ma sœur dans sa ferme, c'était donc c'est une roue où il y avait des petites fenêtres pour chacun des enfants et il le déplaçait chaque jour d'un cran et chaque jour on avait quelque chose à faire. D'ailleurs, est-ce que les parents avaient quelque chose à faire ou pas? Je sais plus. Mais ce qui était malin, c'est que c'était des contributions. Ça s'appelait la roue des services. Mais les services, il fallait pas forcément en chier, quoi. C'est-à-dire que ça pouvait être aussi bien choisir l'histoire du soir, aller cueillir un bouquet dans le jardin, que effectivement passer un coup truc de vaisselle ouais. ou un meuble à nettoyer. Et je pense que d'abord, donc les tâches domestiques, l'expression corvée, évidemment qu'on n'emploie plus jamais. C'était dans la petite maison dans la prairie, ça, ils faisaient des corvées. La corvée de bois. Mais du coup, parce que l'exploitation des enfants est devenue un tabou, on a complètement oublié tout ce qu'il pouvait y avoir d'apprentissage et d'éducatif là-dedans. Et puis, le plaisir de contribuer, la confiance en soi que ça peut donner, de savoir qu'on sait faire quelque chose, l'aisance matérielle, je veux dire, l'aisance dans les gestes. Que ça en fasse pas des bras cassés, quoi. C'est oui. ce que tu dis d'ailleurs. Mais statistiquement, tu as les chiffres américains, mais je crois qu'on n'a pas les chiffres français, mais où les enfants participent de moins en moins aux tâches ménagères de la Oui, alors maison. c'est marrant, c'est deux anthropologues américaines qui ont filmé des familles au quotidien. Et donc, elles ont aussi été en Amazonie. Alors, j'ai oublié le nom de la tribu. Et donc, elles comparent. Elles disent, mais comment ça se fait qu'en Amazonie... les petits enfants, justement, quand ils vont marcher, ils font ci, ils font ça, ils font des outils, ils participent au repas. Et elle observe que dans les familles, alors en l'occurrence, c'est filmé en Californie, non seulement les enfants ne font rien, mais les parents sont au service des enfants. Donc on voit sur les petits films, on voit un enfant qui avance le pied sous le nez de ses parents pour dire tiens, tu me fais mon lacet. Et bon, ceci dit, le bémol... je me souviens de quelqu'un qui disait, enfin quand même, ça explique pas pourquoi les familles d'Amazonie ont plutôt plus envie d'être comme les familles de Californie que l'inverse. Ouais. Mais c'est vrai que ça interroge Toi, t'as ça, Nadia, une roue des tâches ménagères à faire? Ma fille, c'est une branleuse, elle fout rien dans l'appart. J'ai découvert il y a pas longtemps qu'elle savait pas où se trouver les couverts. Ça fait 4 ans qu'on est dedans, quand même. Et non, mais alors après, moi je trouve, alors sur la question des couverts, puisqu'on rentre dans les détails, si on observe les cuisines actuelles aux cuisines d'autrefois, c'est pas la bonne taille. C'est intéressant de voir que, par exemple, chez Ikea, tout est monté maintenant au-dessus d'1,40 m. C'est super haut. Donc, on part du principe que les enfants n'oublieront pas les placards. Donc, on part, dès qu'on agence la cuisine, on part du principe, effectivement, qu'ils vont rien faire et qu'ils n'iront pas chercher les assiettes dans le placard. Alors que... quand on était petit, il y avait beaucoup plus de choses à hauteur d'enfant. Après, c'est clairement ma faute parce que je lui coupe encore sa viande. Enfin, c'est une catastrophe. Mais elle a quand même bientôt 19 ans. Je sais, j'ai super honte. Le problème que j'ai avec les tâches ménagères, c'est que c'est complètement con. Et c'est parce que j'ai une fille, mais c'est que ça me fait mal à mon féminisme. Ça m'emmerde d'apprendre à ma fille de passer la serpillière. Ça m'emmerde. Alors peut-être que ça m'emmerderait pas si j'avais un garçon, mais vraiment le fait que ce soit une fille, je tire. Oui, alors que moi forcément j'ai un truc justement comme c'est des garçons, c'est encore plus important. Tu dois rattraper le retard de génération d'avant. Enfin, je pense que c'est un problème qui se pose peut-être plus, une question qui se pose plus quand t'as des filles. Oui, je suis assez d'accord et en même temps, moi je trouve que effectivement, c'est compliqué parce que, déjà pour notre génération, parce que quand on se mettait au fourneau, on avait peur de ressembler à sa mère. Ouais. Et du coup, oui, parce qu'on en tire presque une sorte de fierté aujourd'hui de dire moi je cuisine pas, moi je suis une vraie souillon, etc. Enfin, tu vois, c'est pas du tout valorisé dans nos sociétés le fait d'être bonne en tâches ménagères, donc ça devient pas une valeur à transmettre à. La bouffe, ça a changé, c'est en train de changer quand même. La bouffe. Mais par exemple, sur ces questions d'autonomie, un autre truc a disparu, qui était une institution dont on se moquait, mais qui finalement avait son utilité, c'était le scoutisme. C'est-à-dire que nous, on a vu que le côté merci Jésus, etc. Mais quand on parle à ceux qui ont été scouts, ce qu'ils racontent, c'est effectivement de se perdre dans les bois. L'idée, accepter qu'on puisse laisser partir des enfants avec l'idée qu'ils vont probablement se perdre et que c'est pas très grave. Avec des pédophiles. C'était quand même... c'est clair. C'était quand même une manière, effectivement, nous, on pense
on a rejeté le scoutisme, enfin, je dis, c'est un monde universel, hein, comme si c'était un endroit de contrôle des esprits, mais finalement, c'était aussi C'est presque le contraire. un en endroit fait. d'autonomie pour pas mal d'autres choses. Voilà. Merci Guy Medfort, et je rappelle donc ton livre qui s'appelle Le meilleur pour le monde d'enfant, la méthode des parents qui ne lisent pas de livres d'éducation, et c'est aux éditions Les Arènes. Et alors, pour finir, est-ce que si tu étais à notre place pour diriger ce podcast, qui est-ce que tu inviterais ? Alors, dans les personnes qui m'ont fait réfléchir pour mon bouquin, que j'ai trouvé les plus barrées, il y a Karl Lagerfeld. Ah ouais. Parce que déjà, il y a le truc de sa mère qui, justement, parce que ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'on s'interdit aussi maintenant de projeter quoi que ce soit pour nos enfants. Parce que comme on célèbre la liberté, il est hors de question de dire à son enfant qu'on aime médecin. Alors qu'en fait, c'est un peu idiot. On peut dire que telle chose, on aime bien. Et donc, quand il voulait prendre des cours de dessin, ou voulait venir prendre de dessin, sa mère lui disait « Attends, j'ai pas été enceinte pendant 9 mois pour ça. » Et donc, ça, je trouvais ça très drôle. Et l'autre truc qui m'intrigue chez lui, c'est qu'il a gardé sa chambre d'enfant en l'état. Ah ouais. Et enfin, oui, j'avais lu ça quelque part où j'ai entendu dire ça. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi. Oui, est-ce qu'il y retourne ? Et il dit une phrase géniale aussi, il dit qu'il n'a pas d'enfant parce que s'il avait été moins bien que lui, il l'aurait mal vécu. S'il avait fait mieux que lui, il l'aurait aussi mal vécu. Oui, voilà. C'est le nouveau grand penseur du parenting, Karl Lagerfeld. Merci et salut, on se retrouve le mois prochain. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.